Pour cette conférence qui va porter sur les femmes dans les zones rurales, les femmes agricultrices au sud. Donc on a aujourd'hui pour cette conférence, cette conférence a été pensée, imaginée par les membres de la Kimpa Vita. On peut y compter Marion. Je vous présente Marion, Faustine et Teresa, qui sont à l'origine de cette conférence et qui ont pensé cette conférence et les questions et les thématiques qui vont être abordées tout de suite. Et elles ont invité Madame Niram Fall, qui est présidente du Collège des femmes de la... Pour cette conférence, nous avons avec nous Madame Niram Fall, qui est la présidente du Collège des femmes du CNCR, donc le Conseil national de concertation et coopération des ruraux du Sénégal. Nous avons également avec nous Mariama Tiaré, qui est agricultrice transformatrice de produits agricoles, présidente du GIE Roga Fakra et membre de l'association Nebedai, qui est également présente avec nous. Et nous avons également Madame Zour Bouzidi, qui est enseignante-chercheur et professeure de sociologie à l'université Moulay Ismail de Meknes, qui nous rejoint tout droit du Maroc. Et donc en fait, l'objet de cette conférence sera d'avoir une comparaison, réaliser un panorama des différentes luttes auxquelles sont confrontées les femmes dans les zones rurales au Maroc et au Sénégal. Donc on va essayer de proposer un regard croisé entre ces deux espaces géographiques. Et je vais me présenter également, parce que j'ai oublié de me présenter. Donc moi, c'est Diana Cissé, je suis doctorante de l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa, au Canada, et je travaille sur les politiques agricoles, les mouvements paysans et les luttes de pouvoir dans les zones rurales liées à la gestion des terres et de l'accaparement des terres dans la région du Waalo au Sénégal. Donc je vais commencer tout d'abord par une petite introduction. Alors, selon les chiffres de la FAO, entre 60 et 80%... Non, je ne vais pas commencer comme ça. Donc les femmes sont... Pardon. Les femmes, on le sait, c'est un peu de connaissance générale, elles sont essentielles pour la sécurité alimentaire. Et selon les chiffres de la FAO, entre 60 et 80% de la production alimentaire dans les pays du Sud est assurée par les femmes, et 50% au niveau mondial. Les femmes jouent un rôle central dans les systèmes alimentaires des pays en développement, de sorte que l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes devraient être une considération majeure dans l'alimentation, dans l'amélioration des systèmes alimentaires en tant que solution à la sécurité alimentaire. On estime que si les femmes rurales avaient le même accès aux ressources agricoles que les hommes, les rendements pourraient augmenter de 20 à 30%. Et le nombre total de personnes souffrant de la faim dans le monde pourrait être réduit de 12 à 17%. Donc, je présente ces chiffres. Je vais vous parler des défis auxquels, de manière très synthétisée, les défis auxquels sont confrontées les femmes dans les zones rurales du Sud, dans les zones rurales même en général. Et en fait, vous avez plusieurs défis. Elles ont un défi d'accès à la terre et elles ont également un défi lié à leur aux inégalités de genre qu'elles subissent. Entre autres, les lois et les normes sociales discriminatoires, la sous-représentation politique, les violences physiques et sexuelles fondées sur le genre restent très visibles dans les zones rurales. Les obstacles spécifiques auxquels les femmes continuent d'être confrontées en ce qui concerne les systèmes alimentaires locaux et les besoins en matière de sécurité alimentaire, on va les examiner tout de suite. Donc l'accès à la terre. Au niveau mondial, moins de 20% des propriétaires terriens sont des femmes. Les femmes ne gèrent en effet que 15% des terres agricoles. Au Sénégal, les hommes contrôlent 94% des terres cultivées et exploitent en moyenne 1,3 hectares, tandis que les femmes n'en détiennent que 6% et cultivent des parcelles de seulement 0,4 hectares de terre. Au Maroc, seuls 1% des femmes dans les zones rurales marocaines sont propriétaires de terres agricoles. Donc, vous avez également des questions, des inégalités liées à leur travail reproductif, qui correspond au travail qu'elles réalisent dans le foyer, tout ce qui est autour du care et de s'occuper du foyer, les tâches domestiques
qu'elles ont. Et en fait, selon une donnée de l'OCDE, dans le monde entier, les femmes effectuent une quantité disproportionnée de travail reproductif. En plus de leur travail productif, et qui correspond à presque 2 fois celui des hommes. Il s'agit notamment de s'occuper des enfants et des membres de la famille, de faire le ménage, de collecter de la nourriture, aller chercher de l'eau et du bois de chauffage, de préparer les repas et de nourrir la famille. ONU Femmes rapporte que les femmes d'Afrique subsaharienne passent jusqu'à 40 milliards d'heures par an à aller chercher de l'eau, ce qui a un effet significatif sur leurs possibilités d'emploi. Elles sont également soumises au changement climatique, qui est l'un des défis majeurs de la sécurité alimentaire. Le secteur agricole, par extension, les systèmes alimentaires sont très sensibles au climat et donc très menacés par l'impact du changement climatique, notamment en raison de l'augmentation des incidences de variabilité climatique. Les femmes rurales en particulier sont très exposées aux effets négatifs du changement climatique. Le changement climatique, il augmente le nombre d'heures que les femmes doivent travailler, et comme les femmes ont déjà une charge de travail plus importante dans presque tous les pays du monde, cela exacerbe leur situation. Alors, j'ai présenté nos différentes invités, et donc cette conférence sera l'occasion d'aborder ensemble la situation des agricultrices au Sénégal et au Maroc, en mettant en lumière leurs défis et solutions dont elles sont à l'origine. Nous explorerons également des exemples inspirants de mouvements de femmes qui, par leur action, parviennent à naviguer et à poursuivre leur activité en zone rurale, malgré les contraintes auxquelles elles font face. Donc voici, je vais commencer par Zour. Est-ce que vous m'entendez ? Ok. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. D'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier Kimpa Vita de m'avoir invité à cette conférence très importante. Je suis ravie et honorée de participer à cet échange avec les collègues de Kimpa Vita et aussi avec mes 2 collègues Mariama et Aram. Merci Diane pour la présentation. C'est toujours difficile d'organiser des conférences en mode hybride. On va essayer de s'adapter comme on peut. Alors merci pour votre question. Alors j'ai pu suivre un peu la présentation que vous avez faite du cas marocain. Alors je tiens à préciser qu'au Maroc on parle souvent de femmes rurales et très peu, voire rarement, de femmes agricultrices. En fait, les femmes rurales renvoient à celles qui résident en zone rurale et qui en sont en général originaires, l'agriculture et qui sont occupées par l'activité agricole. L'agriculture reste un secteur prépondérant dans le tissu socio-économique avec une contribution qui avoisine 14% du PIB et qui emploie environ 29 à 30% de la main-d'œuvre. Alors, cette main-d'œuvre est composée essentiellement de jeunes et de femmes. Et donc, en zone rurale, le taux d'activité des femmes est de 22,8% en milieu rural et de 18,3% en milieu urbain, selon les chiffres du Haut Commissariat au Plan, le HCP, qui est l'organisme public responsable des statistiques. Néanmoins, ce taux d'activité relativement important ne se traduit pas par une rémunération parce que le travail reste à plus de 75% non rémunéré. Les activités agricoles, d'élevage qui sont exercées par ces femmes sont considérées comme le prolongement de leur activité domestique et donc elles n'impliquent pas une rémunération matérielle. Du coup, l'activité agricole dans le contexte marocain reste majoritairement associée aux hommes. Les statistiques, les études et les recherches, quand elles s'adressent au monde rural et agricole, elles s'adressent à ce qu'on appelle les chefs d'exploitation.
qui sont généralement des hommes. Alors, le travail de ces femmes, qui est très important dans l'économie agricole et rurale, reste du coup invisible. Il faut aussi distinguer, je pense, entre ce qu'on appelle les femmes rurales, qui sont des femmes qui exercent l'agriculture au sein de la famille. C'est une agriculture qui est essentiellement familiale. Et le travail rémunéré, celui des ouvrières agricoles, qui sont rétribuées pour le travail effectué, mais qui renvoie à d'autres types de problèmes et de problématiques. Alors, les recherches rapidement sur les ouvrières agricoles, j'ai eu l'occasion de travailler. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Ok, très bien. Alors, j'ai eu l'occasion de travailler un peu sur les ouvrières agricoles, donc j'en dirai deux mots sans m'attarder. Alors, les principaux problèmes sont la faible rémunération, la pénibilité des tâches, la durée du travail qui peut aller jusqu'à 10 heures de travail par jour, le mauvais traitement à l'échelle des exploitations et la quasi-absence des droits sociaux les plus élémentaires en termes de couverture sociale, d'assurance, etc. En plus, le travail dans les exploitations agricoles est souvent associé à des tâches déshonorantes. Ces femmes sont accusées d'être femmes de mœurs légères, etc. Et du coup, c'est un travail qui est très stigmatisé. C'est pourquoi les femmes ouvrières agricoles se couvrent souvent le visage pour se protéger du soleil et des produits chimiques, mais aussi pour faire face à cette stigmatisation. Ces femmes sont... Pardon? Non, non. Ces femmes sont exposées à diverses formes de violence, dont le harcèlement sexuel. Une étude qui a été faite par le HCP montre que plus de 61% des femmes actives dans le secteur agricole, la pêche et la forêt reconnaissent avoir subi plusieurs formes de violence physique, psychologique, sexuelle, économique ou encore électronique. Alors, pour en dire plus, alors les femmes rurales, c'est des femmes au pluriel. Et donc, on a souvent tendance à n'hésitez pas de m'arrêter si juste pour dire un mot sur les femmes oisiennes. Est-ce que vous voulez que je désactive la vidéo peut-être? Non, non, c'est très bien. C'est très bien. Vous pouvez continuer. D'accord. Est-ce que également vous pouvez expliquer un peu l'espace, enfin la région dont vous, enfin oui. Oui. D'accord. Alors, les femmes rurales, c'est une catégorie plurielle qu'on a tendance à homogénéiser. Des fois, on parle de la femme rurale alors que c'est une catégorie plurielle. Et donc, moi, je voudrais mettre le focus dans mes interventions aujourd'hui sur les femmes oisiennes. C'est les femmes qui résident en zone oisienne. Et là encore, c'est une catégorie plurielle parce que associée même à la notion d'oasis. De manière traditionnelle et conventionnelle, on appelle l'oasis les zones cultivées, fertiles en plein milieu désertique et aride. Mais dans le cas du Maroc, les oasis recouvrent une variabilité de situations d'un point de vue géographique, agronomique, climatique. On a des oasis de montagne, on a des oasis de plaine, on a des oasis de désert, on a diverses formes d'oasis. Et du coup, ces femmes elles-mêmes se qualifient des fois de femmes de montagneuses, des femmes rurales ou encore de femmes oisiennes quand les éléments classiques de l'oasis sont présents. Et donc, moi, j'avais effectué une enquête auprès de 1000 femmes oisiennes sur la situation socio-économique de ces femmes dans 5 provinces dans le sud-est du Maroc, dans la région de Midelt, Rachidia, pour ceux qui connaissent, Ouarzazate, et Zagora et Tinrir. Et donc, voilà, donc on a essayé un petit peu de travailler dans cette zone. Merci beaucoup, Zour, pour votre intervention. Je vais poser une question. Je vais rester ici, d'accord. Je vais poser une question à la prochaine question à Mariama. Vous vivez dans la région du delta du Saloum, au Sénégal. Et pouvez-vous nous présenter cette région? Et également, pouvez-vous nous parler des conditions de travail des femmes dans le delta, s'il vous plaît? Merci Diana, merci et bonjour tout le monde. C'est un honneur de participer à cette Kimpativa, c'est comme ça. Bon,
Kimpavita. C'est un honneur d'y participer parce que ça va donner la parole à la femme rurale, surtout dans le delta du Saloum. Pour présenter un peu le delta du Saloum, c'est une zone qui se trouve au centre-ouest du Sénégal, mais une zone immergée avec une partie terrestre, mais composée d'îles et d'îlots qu'on appelle en général les amont. Ce sont des îlots de campagne qu'on appelle les amont, mais ici plusieurs îles, plus de 200 îles, mais avec des amas coquillers qui sont des sites historiques parce que étaient habités par des gens par des pêcheurs qui ont déserté. Et on a aussi une très belle biodiversité parce qu'il y a la mangrove qui est très jolie, ce qui lui fait son attrait touristique parce que classée parmi les plus belles baies du monde. On a aussi des agriculteurs comme des pêcheurs. Les femmes s'activent sur les dévolets. Il y a l'agriculture et il y a aussi la pêche. Un peu une présentation du delta du Saloum. Ça vaut d'être visité parce que c'est un attrait touristique avec ses beaux hôtels et tout. Le parc, il y a plein de choses. Pour parler un peu du travail des femmes agriculteurs dans le delta du Saloum. Des conditions très difficiles qui commencent d'abord par le problème de genre. Il y a le problème de genre qui veut que les femmes soient des femmes au foyer, que nous restons à la maison avec les tâches ménagères, ce qui vraiment nous permet pas d'avoir accès aux terres. On a aussi l'accès aux fonciers qui est très difficile. Les femmes n'ont pas accès aux terres. C'est très difficile puisque l'héritage est patriarcal. Quand tu vois avec aussi la religion, on dit que l'homme a deux parts, une femme en a une partie. C'est très difficile. Même quand tu vas dans les instances de décision, tu ne vois pas assez de femmes. Il y a le manque d'éducation. Il y a l'analphabétisme. Les femmes ne sont pas assez instruites, ne connaissent pas leurs droits, ce qui est une entrave pour eux. Mais aussi des difficultés de formation. Sont des femmes qui ne sont pas formées sur le métier. Ils le font de manière traditionnelle parce que c'est notre héritage, on est des agriculteurs. Donc, on utilise ce que faisaient nos grands-mères, ce qui fait que la rentabilité n'est pas très bonne. On est aussi figé sur les cultures vivrières. En général, les femmes, la plupart des femmes, ils font de la culture vivrière. Ils cultivent pour subvenir aux besoins de leur famille, aux besoins de la maison. Tu ne vois pas des femmes qui ont des terres, des grandes terres ou des fermes à cultiver. Sinon, tu vois des associations de femmes. Je donne l'exemple de mon association avec 68 femmes. Tu as 2 hectares de terre, qu'est-ce que tu peux faire? Et là, sont des terres qu'on divise en parcelles. Tu as des parcelles, quand 2 hectares sont divisés en 60 et quelques parcelles, là, tu ne peux pas avoir vraiment ce que tu veux sur l'agriculture. Donc, c'est très difficile pour ces femmes dans le delta. Il y a aussi les problèmes de changement climatique. Là aussi, ça joue. C'est une question qui va venir, mais ça joue aussi sur le fait que les femmes ont moins en moins de terres cultivables. Merci. Merci beaucoup. Allô. Merci beaucoup, Mariama, pour votre intervention. Alors, je vais poursuivre avec Yaram. Alors, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous parler, en tant que présidente du Collège des femmes du CNCR, je souhaitais préciser que le CNCR, c'est l'un des syndicats paysans agricoles du Sénégal les plus anciens, les plus importants. Et je souhaitais vous demander, pouvez-vous nous parler de la situation des femmes quant à l'accès aux terres au Sénégal, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Je vais d'abord me présenter. Moi, c'est Madame Nia Yaram Fall. J'habite à Saint-Louis. Je suis transformatrice de produits halieutiques. J'active dans le secteur de la pêche artisanale. Et je suis la vice-présidente du CNCR chargée de la pêche. Et en même temps, au niveau du CNCR, il y a 2 entités, le Collège des femmes et le Collège des jeunes. Et au sein du CNCR, qui est la plateforme nationale des acteurs qui sont dans toutes les filières agro-sylvo-pastorales et halieutiques,
je suis la présidente du Collège des femmes du CNSR. Le CNSR est créé en 1993, en mars 1993, et ça faisait 7 fédérations. Notre dernier congrès, c'était avril 2016, et on a eu 28 fédérations et associations de producteurs, plus 4 associations associées, parce que c'est le congrès qui valide l'adhésion des membres. Au moment où je vous parle, le CNSR compte 32 associations et fédérations. Et nous, notre principale mission, c'est de faire le plaidoyer auprès des autorités, auprès des partenaires techniques et financiers. Et au sein du CNSR, on travaille sur plusieurs thématiques, comme par exemple l'accès aux ressources productives, la sécurité alimentaire, parce que l'État du Sénégal a initié tout récemment un plan de mise à l'échelle concernant la souveraineté alimentaire. Et par rapport à votre question, l'accès des femmes au foncier, moi je vais débattre d'abord les obstacles qui freinent vraiment ces femmes-là de pouvoir accéder au foncier. Parce que comme on est au Sénégal, il y a la tradition, il y a les barrières religieuses, parce que dans certaines rencontres où on prend les décisions, les femmes ne sont pas présentes. Il y a aussi le taux d'analphabétisme très élevé chez les femmes rurales. Et il y a aussi la faible présence des femmes au sein de ces instances de décision où l'on octroie la terre aussi. Mais aussi il y a le manque d'information. Plusieurs femmes qui sont dans le secteur agricole ne savent pas que pour pouvoir accéder à la terre, il faut faire une demande, il faut formuler une demande. Et vu ces obstacles-là, nous, au niveau du CNSR, on a un programme d'accès et de sécurisation des femmes au foncier. Nous, on ne parle pas uniquement de foncier, si vous me permettez, parce qu'on nous dit que quand on possède la terre et qu'on n'a pas de financement, qu'on n'a pas la bonne formation, quand on n'a pas une bonne maîtrise de l'eau, on ne peut pas donner de rendement. C'est la raison pour laquelle nous, on parle d'accès aux ressources productives où la terre est le noyau central par rapport à ça. On a un programme avec Alliance nationale femmes et foncier, qui est une grande campagne internationale, la campagne Stand for Highlands, où il y a le Sénégal, l'Ouganda et le Kenya au niveau de l'Afrique, la Mozambique, la Colombie au niveau de l'Asie. Cette campagne vise à sensibiliser et à vulgariser, vraiment conscientiser les femmes par rapport à l'accès au foncier. Parce que dans votre présentation, vous l'avez dit tantôt, la main-d'œuvre agricole, plus de 60% de la main-d'œuvre agricole, ce sont les femmes. Et les constats, d'après l'étude de l'EPAR, l'EPAR, c'est Initiative Prospective Agricole et Rurale, qui fait des recherches dans le secteur agricole. On voit que moins de 10% de ces femmes-là possèdent la terre. Soit elles louent pour cultiver, soit elles travaillent pour leur mari. Parce qu'on voit dans certaines localités, comme par exemple au sud du Sénégal, les femmes ne possèdent pas la terre. Elles peuvent travailler, elles peuvent cultiver, parce que les maris en général, dans certaines localités et dans certaines ethnies, les hommes ne travaillent pas. Ce sont les femmes qui travaillent pour leur mari. Et c'est la raison pour laquelle ces femmes-là ne sont pas détenteurs de ces terres-là. Et quand on voit dans le nord du Sénégal, il y a l'accaparement à grande échelle. On voit les industries, les étrangers à qui on donne plusieurs hectares au détriment des populations qui habitent dans ces zones. Et on voit aussi dans la zone des Niayes, parce que le Sénégal est composé de 6 zones agroécologiques. Il y a le nord, il y a la zone des Niayes, il y a le centre-est, il y a le bassin arachidier, le sud-ouest et le sud en Casamance. Et dans la zone des Niayes, on voit l'urbanisation galopante, alors que cette zone devrait être destinée uniquement à l'agriculture. Parce qu'il y a les conditions climatiques qui sont favorables, la fertilité des sols, etc., une bonne maîtrise de l'eau, parce que la nappe phréatique n'est pas assez profonde. Et vu tous ces pesanteurs-là, on voit vraiment que c'est très difficile que la femme puisse accéder à la terre. Elles sont majoritaires dans la main-d'œuvre et concernant l'accès aux ressources productives,
les femmes ne possèdent même pas 4% du matériel agricole. Pour pouvoir transformer, désherber ou bien embouchure, elles doivent louer ou bien attendre que les hommes finissent. Et c'est ça, ce sont les situations catastrophiques qu'on est en train de vivre. C'est la raison pour laquelle le Collège des femmes, à travers le CNSR et les autres plateformes qui sont au Sénégal, parce qu'il y a le réseau des femmes rurales, il y a la Fédération nationale des femmes rurales, il y a aussi le directoire des femmes en élevage, le DIRFEL, on s'est lié pour mettre en place ce qu'on appelle une plateforme Alliance nationale femmes et foncier, et on fait des plaidoyers autour des autorités pour vraiment conscientiser. Mais il y a aussi, on a impliqué les autorités, parce que ce sont les maires qui donnent la terre, mais ce sont les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets à échelle, vraiment qui font l'approbation. C'est la raison pour laquelle nous, on a fait une campagne au niveau du Sénégal en impliquant toutes ces autorités-là pour faciliter vraiment l'accès de la terre à ces femmes rurales qui sont dans le secteur agriculture avec grand A. Parce que quand on parle de la terre, on a tendance à oublier le secteur de la pêche. Alors que le secteur de la pêche a besoin de la terre parce que les sites de transformation, les quais de débarquement, on ne le fait pas dans l'air. C'est au niveau de la terre. On a tendance aussi à oublier le secteur de l'élevage. Avec la cherté de l'aliment de bétail, on initie les femmes à faire la culture fourragère pour amoindrir les coûts et même le parcours du bétail parce qu'on voit qu'il y a conflit entre agriculture et éleveurs. Et tout ça, vraiment, nous, on promulgue l'accès à la terre pour l'agriculture avec grand A en incluant l'agriculture, l'élevage, la pêche et la foresterie, parce qu'il faut nécessairement qu'il y ait une gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles. Merci, je m'arrête là. En attendant d'autres questions. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup, Mariama, pour vos interventions. Je vais poursuivre avec Zour. Est-ce que vous m'entendez? Donc, on a eu une présentation un peu des éléments limitant l'accès à la terre aux femmes au Sénégal. Et je souhaitais vous demander si on a observé des dynamiques similaires au Maroc. Merci beaucoup, Diane, pour m'avoir passé la parole. Merci aux collègues. Effectivement, il y a pas mal de similitudes en ce qui concerne la situation des femmes oisiennes au Maroc et celle décrite par les collègues dans les deux territoires sénégalais. Alors, pour revenir rapidement un peu sur les résultats de nos enquêtes qui ont porté sur 1000 femmes oisiennes. Donc, l'âge moyenne de ces femmes était de 36 ans, avec plus de 90% en âge de travail, dont l'âge est entre 15 et 60 ans. Alors, la moitié d'entre elles sont mariées et 30% sont célibataires et 10% sont veuves et 9% sont divorcées. Dans ce contexte, dans ce territoire où il y a une dominance des normes socioculturelles, le mariage est une institution sociale fortement appréciée et les filles sont préparées dès leur jeune âge au mariage. Les hiérarchies ethniques dans ce territoire continuent à réguler les relations matrimoniales en dépit d'une régression constatée par rapport au passé, notamment aux yeux des jeunes. De plus, le recul de l'âge au mariage et l'ampleur des dynamiques migratoires qui ont permis une ascension sociale des fractions ethniques défavorisées ont rendu possible le mariage interethnique. Dans certains oasis, le mariage précoce des jeunes filles rurales se maintient malgré une tendance à la baisse et génère des taux de divorce non négligeables. Les jeunes filles mariées s'exposent au poids des hiérarchies sociales et familiales dans des systèmes sociaux qui sont marqués par la forte migration des hommes, les contraignant ces filles à vivre avec la belle famille souvent élargie, malgré la tendance à la nucléarisation des familles. Alors, je cite une fille qui s'appelle Feiza, qui a 27 ans, qui a été mariée à 17 ans. Notre culture conservatrice est un véritable obstacle et provoque des mariages précoces, mais aussi un taux de divorce élevé. Mais les mentalités changent lentement, mais sûrement.
Une de mes collègues a parlé de l'analphabétisme. Dans cette zone, le taux d'analphabétisme auprès des femmes avoisine 46%. 17% parmi elles suivent des cours d'alphabétisation ou des cours coraniques dispensés par des associations au niveau des mosquées. L'illettrisme est plus répandu chez les femmes âgées de plus de 40 ans. Néanmoins, il y a une évolution notoire en matière d'accès à l'école entre les générations. Les filles ont quasi systématiquement aujourd'hui, les jeunes filles, accès à l'école primaire. Néanmoins, l'accès au collège et au lycée reste un privilège et ne concerne qu'une minorité de ces jeunes filles. Malgré en fait, la mise en place des transports scolaires pour poursuivre les études secondaires, les internats, les bourses, les parents déplorent l'insuffisance des programmes d'appui, des moyens de transport et de logement pour couvrir le nombre grandissant des élèves en âge de scolarisation. Donc, en affichant une attitude protectrice, les parents tendent à justifier le taux de décrochage scolaire encore important parmi les filles par la peur d'agression, le viol, le risque de mauvaise fréquentation, la dureté des conditions climatiques. Donc, les jeunes filles, la scolarisation des jeunes filles est une décision qui implique en plus des parents, peut impliquer d'autres membres de la famille élargie. Dans ces zones, seulement 11% des filles ont accès à l'enseignement supérieur. Je cite, si vous permettez, une fille qui dit que j'ai été scolarisée jusqu'à la 6e année de primaire. Je m'apprêtais à entamer les études au collège, mais mon oncle qui a le pouvoir en a décidé autrement pour moi. Et mes cousines qui étaient dans l'obligation d'abandonner les bancs de l'école à ce niveau. 3 mois plus tard, j'ai demandé à mes parents de rejoindre ma grand-mère installée dans la ville de Khmisset dans l'espoir de pouvoir m'inscrire dans un collège. Une fois chez elle, elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas aller à l'encontre de la décision de mon père. Il y a aussi un problème qui a été soulevé, je vais terminer, c'est le problème d'accès à la terre qui a été aussi soulevé par mes collègues et je pense que c'est un problème qui est fortement présent aussi dans les zones rurales au Maroc. Si vous voulez, je pourrai plus tard le détailler. Merci. Merci beaucoup Zouri, on serait très intéressé d'avoir des éléments sur l'accès au foncier dans les zones oasiennes pour les femmes. Donc, je vais poursuivre sur la question du changement, la thématique du changement climatique. Je vais poursuivre avec Mariama et je voulais vous demander si vous pouvez nous parler des changements que vous avez pu observer dans vos pratiques agricoles, en tant que femme vivant dans le delta du Saloum. Merci. Moi, je dis que le changement climatique, les plus impactés, ce sont les femmes. Les femmes sont la couche la plus vulnérable. On est les plus impactés par le changement climatique. Quand je commence d'abord par des exemples très flagrants. Il y a l'érosion côtière qui fait tomber des maisons dans le delta du Saloum. Une partie d'une école. Il y a des familles qui déménagent à cause de ça. Donc là, avec tous ces problèmes, c'est les femmes qui sont toujours présentes avec les enfants. Et c'est eux qui vivent le changement climatique. Il y a la salinité des sols. Je parlais tantôt de culture vivrière. On avait des rizières qui sont complètement disparues à cause des sols qui sont devenus des tannes. Tous nos rizières sont devenues des tannes. Tu ne peux plus pratiquer l'agriculture dont les femmes pratiquaient. Mais aussi, il y a quelque chose qui est très flagrant, des filles qui sont allées à l'immigration clandestine, parce qu'au début, on n'entendait que les garçons qui partaient pour l'Espagne à la quête de travail. Mais ces 2 dernières années, on a vu qu'il y a des femmes mariées qui partent, c'est par fuite parce qu'ils n'ont plus de terre de culture. Il y a la rareté des produits halieutiques. C'est notre source au quotidien, aller chercher des produits halieutiques, les transformer et les revendre, mais il y a la raréfaction des produits halieutiques qui est très remarquée, mais aussi ces femmes-là qui n'ont pas eu des formations sur l'informel, comme je viens de le dire, qui n'ont pas été à l'école, qui ne connaissent pas, ils n'ont pas
la résilience, qu'est-ce qu'elle peut faire pour la résilience? Ils sont obligés de déménager, mais aussi il y a l'exode rural. Il y a des femmes qui quittent les îles pour venir en ville, pour chercher du travail, mais aussi il y a des divorces quand même. Parce que là, quand la femme déménage, il y a qui disent il faut inscrire l'enfant. L'homme dit non, il ne faut pas l'inscrire comme les conditions ne sont pas bonnes. Et tu sais, une mère avec son enfant, les femmes insistent à ce qu'on inscrive ses enfants à l'école, ce qui incite quelquefois au divorce, parce que la femme, quand elle dit faut faire, je veux que mon enfant aille à l'école, c'est ce qu'elle va continuer à faire. Elle veut que son enfant aille à l'école. Je parle tantôt de la salinité des sols, mais il y a la nappe phréatique pour ceux qui vont à l'agriculture. Il y a des femmes qui sont agriculteurs. Quand tu creuses un peu, tu n'as plus de l'eau douce, tu es sur la salinité, tu n'arrives pas à arroser tes arbres. Donc, il y a une dégression de la faune. Par exemple, les arbres fruitiers qu'on allait pour remplacer avec les produits halieutiques aussi, ça n'existe pas, ce qui cause un très grand problème. Donc, je disais tantôt que les femmes sont les plus impactées sur le changement climatique parce qu'on est les femmes qui sont dans l'agriculture, on n'a pas assez de terre, on n'a pas été formé à la résilience, on ne sait pas ce qu'on va faire. Donc, moi, dans mon exemple, je vis dans mon village des gens qui quittent, qui prennent des pirogues pour aller à l'immigration clandestine. Ce que je comprends, c'est qu'elles ne veulent pas aller se transformer en bonnes dans les villes, donc elles bravent la mer au péril de leur vie pour aller chercher du travail. Merci, merci. Merci beaucoup pour votre intervention et les informations que vous nous avez partagées, qui sont d'importance. Et je vais continuer avec Yaram. Et je vais vous demander, est-ce que vous pouvez nous présenter la région où vous vivez, où vous avez vos activités? Ok, moi j'habite dans la région de Saint-Louis, dans la langue de Barbarie, qui est la zone la plus menacée, parce qu'on a vu plus de 300 concessions disparaître avec l'érosion côtière. Et moi-même, je fais partie de ce qu'on appelle la bande des 20 mètres, des concessions qu'on a donné des avertissements pour quitter cette zone-là. Parce qu'en 2015-2016, on a vu des déferlements de vagues, ce qu'on n'a jamais vécu, nous, en tout cas les générations qui ont à peu près 35 à 55 ans, on n'a jamais vécu ces phénomènes-là, des vagues qui détruisent vraiment des maisons. Nous, on n'a jamais vécu ce phénomène. Et vous voyez, la langue de Barbarie, là où j'habite, il n'y avait que 2 écoles primaires. Moi, j'ai fait mes études là-bas, à l'une des écoles Ablaye Mengue Khali et l'autre école Cheikh Touré. Et tous ces 2 écoles-là sont en dévasage, on ne peut pas y passer. Et les enfants sont obligés d'aller dans d'autres zones. Mais il y a des familles qui ont préféré vraiment que leurs enfants laissent l'école, parce que pour mesure de sécurité. Il y a aussi une dislocation de plusieurs activités, parce que comme on a tendance à dire que nous, familles de pêcheurs, on ne peut pas habiter loin de la mer. Et on a vu que les concessions qui sont recasées, il y a 2 sites de recasement. Il y a un site qu'on appelle déjà Khariala, où les conditions, quand moi j'ai été là-bas avec une télévision faire des reportages, ça m'a choqué. Ça m'a choqué parce que les conditions de vie sont tellement néfastes. On regroupe 2 familles dans une tente. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas des infrastructures de base, il n'y a pas de marché. Et c'était dans une zone inondée qui avait tari avec la sécheresse qu'on a mis des bâches là-bas. Mais en 2018-2019, il y a aussi d'autres déferlements de vagues. On a vécu une deuxième érosion où on les a recasés à Goudjoup. Heureusement, ces concessions-là ont eu des appartements. Mais ça a engendré d'autres conflits. Parce qu'on nous a dit que vous habitez dans une chambre. Ici, vous allez habiter dans une chambre uniquement.
Vous voyez une maison de 150 mètres carrés pour 4 familles. Il y a même des maisons qui ont été clos par le commissaire parce qu'il y avait tout le temps des chamaillements et des disputes. Et l'autorité a pris des décisions à clos à peu près 4 maisons parce que ces familles-là ne parvenaient pas à s'entendre. Parce qu'on l'avait promis que chaque famille aurait sa propre concession. Moi, je fais partie des personnes qui ont refusé, parce que non seulement je ne peux pas vivre dans ces conditions-là, mais en plus de ça aussi, je suis une femme propriétaire de pirogue. J'active dans le secteur de la pêche. Là où j'habite et l'activité, c'est à peu près 16 km. Et vu le coût de nos embarcations, je ne peux pas laisser mes embarcations au bord de la mer et ensuite aller qui. On a identifié, on a donné des propositions, identifié des sites, mais l'autorité ne nous a pas donné la bonne oreille. Et raison de plus, on est en train de conscientiser les autres, vraiment qu'on est en train de subir négativement les impacts, même si c'est un phénomène mondial, parce qu'on a vu tout récemment en Espagne et dans la sous-région même, au Niger, en Gambie, au Mali, des phénomènes d'inondation, les perturbations climatiques. Mais n'empêche, nos États, nos autorités doivent nous venir en aide pour trouver en quelque sorte des stratégies de résilience et d'adaptation face à ces fléaux-là. Vraiment, il y a des femmes, parce que moi, je suis allée même avec BBC pour faire des reportages, mais les personnes ne veulent pas parler. Et quand j'ai fait des enquêtes, on m'a dit qu'il y a 4 femmes qui ont perdu leur bébé, qui ont fait l'avortement, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Et les femmes, quand elles voulaient faire les travaux domestiques, il y a une femme qui mettait des bidons de 20 litres, 2 bidons dans une pagne, portait son bébé, et l'autre, parce que ce jour-là, elle n'avait pas quoi payer, parce qu'on paye à peu près 25 francs par bidon pour que le propriétaire du charrette puisse transporter l'eau de la borne fontaine jusqu'à la concession. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit que où sont les mesures d'accompagnement? On nous dit que le gestionnaire ou bien la gestionnaire de la borne fontaine peut vous prêter pendant 5 jours. Mais le transporteur de l'âne, là, il demande son paye quotidiennement, régulièrement. Et quand on n'a pas de quoi payer le transport, on est obligé de mobiliser les autres membres de la famille. Et à travers ce travail si douloureux et difficile, 4 femmes ont eu faire de l'avortement et perdre leur bébé. Et en quelque sorte, ce phénomène-là, c'est à travers toutes les zones de pêche qu'on a vécu ça, parce que des études ont montré même que si on ne fait pas quelque chose, Saint-Louis va disparaître si on laisse là-bas. Et c'est ahurissant, c'est choquant, mais on n'a pas la solution et on est en train, en tout cas, de rester jusqu'à... On ne sait jamais. Merci. Beaucoup Yaram pour ces informations et ces témoignages. Je vais poser la prochaine question à Zour. Et je souhaitais vous demander si vous pouviez nous partager les conséquences du changement climatique que vivaient les femmes oasiennes. Ce que vous avez pu observer lors de votre recherche, lors de votre terrain, sur les changements climatiques et ces femmes dans ces zones. Merci Diane. Alors, comme l'ont mentionné Mariama et Yaram, dans le contexte des oasis au Maroc, on voit à peu près les mêmes dynamiques. Les femmes sont plus exposées aux hommes, aux effets que les hommes aux effets de changement climatique, du fait aussi que l'exposition au changement climatique est exacerbée par le manque d'accès aux ressources, en l'occurrence le foncier, l'eau et le capital. Ces femmes n'ont pas accès à la terre, donc l'héritage est inégalitaire parce que le registre s'appuie sur à la fois la loi islamique qui attribue le double à l'homme par rapport à la femme, et d'autre part la loi coutumière qui, dans les zones, les collectivités tribales et collectives, les femmes n'avaient pas accès avant ces fameux
mouvements contestataires qui ont commencé avec la privatisation des terres collectives, ce qu'on appelle les femmes sous l'ailiette au Maroc. Alors, au Maroc, nous avons vécu 6 années consécutives de sécheresse qui se sont matérialisées par l'élévation des températures, par la pénurie d'eau, avec le manque de précipitations, mais aussi avec l'intensification agricole, avec la croissance démographique et l'urbanisation. Donc, dans les oasis, on cultive, dans des oasis au sud-est, on cultive la culture du pastèque qui consomme énormément d'eau. Ça peut paraître une aberration, mais ça se répercute de façon défavorable sur les ressources en eau. Alors, face à la pénurie d'eau qui constitue un élément vital dans ces zones et de manière générale, les femmes sont directement exposées à cette contrainte et passent, dans certaines oasis, il y a des coupures d'eau qui peuvent aller jusqu'à plusieurs heures et des coupures fréquentes. Alors, les femmes tâchent d'économiser l'eau, voire de stocker les eaux de pluie dans des réservoirs. Pour les femmes qui ne sont pas branchées au réseau public, pour ces ménages, c'est les femmes qui assument la corvée d'eau. Donc, c'est elles vont, qui vont chercher l'eau pour nécessaire à la fois pour les tâches domestiques, pour l'eau potable, etc. Face au manque d'eau et à la dégradation des conditions socio-économiques, les hommes migrent. Donc, beaucoup d'hommes migrent. Cette migration ne signifie pas un détachement, une rupture totale avec le milieu d'origine parce qu'il y a toujours des transferts d'argent, ils viennent pendant les fêtes, etc. Mais ce sont les femmes qui prennent en charge les familles. Passe aussi à la dégradation de l'activité agricole dans les oasis, les femmes essayent de développer des activités économiques alternatives. Par exemple, des activités de couture, d'artisanat qui leur permettent d'assurer un petit revenu destiné, par exemple, au secteur touristique. Dans ces zones, il y a une activité touristique, mais qui implique grandement pour le travail les femmes, mais là aussi, elles ne sont pas rétribuées à juste titre ou pas du tout rétribuées. Face au changement climatique aussi, les femmes, parce que qui dit changement climatique dit des températures extrêmes, mais des fois des inondations et d'autres phénomènes, comme ça a été expliqué par les collègues. Et donc, ces femmes s'activent fortement dans la conservation des produits alimentaires. Donc, elles ont un savoir-faire en matière de séchage, de légumes, etc., de la viande, parce que quand il y a des inondations, des crues, les routes sont coupées et c'est difficile d'assurer la nourriture de la famille. Elle s'active aussi pour stocker l'aliment pour bétail, la paille pour l'alimentation du cheptel. Elles s'activent aussi pour conserver toutes les denrées alimentaires qui ne sont pas périssables. Et donc, la cuisine de cette région témoigne du savoir-faire de ces femmes dans la valorisation des condiments, des plantes aromatiques et médicinales et d'épices qui sont produits localement. Donc, face au changement climatique, il y a beaucoup de stratégies d'adaptation qui sont déployées par ces femmes qui sont, elles, les premières exposées aux effets du changement climatique. Merci beaucoup, Zour, pour votre intervention. Je vais poursuivre sur cette thématique-là, sur les éléments que Zour nous a partagés et poser des questions à Yaram et Mariama au sujet. Vous posez des questions concernant les stratégies et solutions que les femmes développent face à toutes ces inégalités sociales, économiques et climatiques auxquelles elles font face. Alors, mon ordinateur. Alors, donc Yaram, je souhaitais vous demander, en votre qualité de présidente du Collège des femmes du CNCR, est-ce que vous pouvez nous présenter certains des programmes que vous avez mis en place avec le CNCR pour les femmes, pour améliorer les conditions de travail des femmes en zone rurale et leur accès à la terre et aux ressources productives, pardon, excusez-moi. En tout cas, comme stratégie et solution,
Nous, on est en train de conscientiser les femmes que pour pouvoir accéder aux ressources productives, il faut formuler des demandes auprès des autorités compétentes et ensuite aussi sensibiliser les autorités, les ministères, les directions pour qu'il y ait des appuis en faveur des femmes. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage a fait un arrêté au mois de mai 2024 pour définir des quotas par rapport à l'accès au financement, par rapport à l'accès au matériel agricole et par rapport aux semences et engrais. Ça, c'est un pas parce qu'on a vu que vraiment concernant le matériel agricole, peu de femmes en possèdent. Pour l'accès au financement, les structures bancaires sont un peu chères. Il n'y a que des crédits revolving pour les SFD, les systèmes de finances décentralisés. Et ça ne peut pas booster la production. Ça ne peut pas renforcer la capacité de production. Ça ne peut pas aussi atteindre l'autonomie et la sécurité et la souveraineté alimentaire. Mais aussi, comme stratégie, on a mis en place avec l'UPADI, Union des producteurs agricoles du Canada, le Savoir des gens de la terre, LGT. Le programme s'appelle LGT, où on finance les femmes pour renforcer les capacités de production et qui va normalement se répercuter sur l'amélioration de ces revenus-là. Et on a identifié au moins 120 champions qui ont amélioré leur cadre de vie en construisant des maisons au sein de leur concession de leur mari, en appuyant leurs enfants qui veulent poursuivre les études. Mais au niveau du Collège des femmes, on a initié des calebasses de solidarité. Ces calebasses de solidarité qui régissent sur des principes comme la solidarité, la transparence, l'entraide et l'équité, où il y a des apports volontaires et anonymes qu'on peut financer la production, c'est-à-dire quand une femme veut renforcer sa capacité de production, elle peut solliciter la calebasse avec un prêt sans intérêt et c'est dans l'anonymat. Et de même que la nourriture, en période de pénurie, quand il n'y a absolument rien dans la maison, on peut solliciter à la calebasse pour acheter de la nourriture et même par rapport à l'éducation et la santé. Et en période de bonne production, parce que comme vous le voyez au Sénégal, il y a à peu près 3 à 4 mois de saison de pluie. Et la saison des sèches et la saison est plus longue, c'est-à-dire en période de pénurie, on peut aussi emprunter de l'argent pour acheter de la nourriture. Mais en cas de production, on va payer mais sans intérêt. On ne mentionne pas le nom de la femme qui a sollicité, on mentionne uniquement la destination finale. Si c'est par rapport à la production, si c'est par rapport à la santé, si c'est par rapport à l'éducation, etc., etc., etc. Et tout ça, on a vu que ce sont des initiatives très bonnes. Mais aussi, on incite les gens à adopter l'agroécologie. Parce qu'on a vu qu'avec l'agroécologie, ça demande beaucoup peu de moyens et l'État a subventionné à hauteur de 90% les semences organiques. Et ça contribue à la préservation de l'environnement, à la préservation de nos ressources naturelles qui va se répercuter nécessairement à une diminution des impacts du changement climatique dans nos activités agro-sylvopastorales et halieutiques. Merci beaucoup, Yaram. Je vais poser la prochaine question à Mariama. Vous êtes présidente d'un GIE et vous êtes membre de l'association Nebedaï. Pouvez-vous nous présenter votre GIE et les activités de l'association? Et également, je vous souhaitais vous demander, avez-vous développé des stratégies dans le Delta pour surmonter les difficultés que rencontrent les femmes agricultrices dans cette zone? Merci beaucoup, Yana. Je suis présidente d'une association qui compte 68 000 membres, le GIE Rogafara, mais je suis présidente du réseau des femmes transformatrices de la commune. Bon, je suis membre de Nebedaï. Je suis aussi présidente de FAGIR. FAGIR, c'est une fédération des acteurs pour une gouvernance inclusive des ressources du Delta. Puisque dans ma présentation, je n'ai pas parlé du pétrole, mais le pétrole, on l'a trouvé dans le Delta du Saloum.
Ce qui veut dire que, comme je le dis à chaque fois, quand un bébé est né, les gens ils sont contents, mais nous, on est contente, mais en même temps, on est confuse. Parce qu'on a visité des pays qui ont du pétrole, et là, on a vu des problèmes. C'est ce qui nous a armés à créer des projets, mais à aller voir ce qui exploite le pétrole. Je suis allée voir ceux qui exploitent le pétrole. On a invité le ministre du pétrole récemment sur un forum. Il y avait aussi les exploitants comme Petrosen et Woodside qui étaient présents sur la scène. Parce que là, eux, ils avaient coopté des ONG pour faire passer ce qu'ils veulent faire pour la résilience des femmes. Mais nous, on a dit non, il faut travailler directement avec les impactés. Parce qu'avec les ONG, il y a une partie qui va dans le fonctionnement. Mais quand tu travailles directement avec les impactés, eux, ils s'y voient. Ça va leur permettre de choisir les activités que les femmes veulent faire, mais aussi ça va leur permettre d'être dans le bain sur ce qu'on est en train de faire. Je travaille avec les Bédailles. On est en train de développer des stratégies. On clôture des jardins pour les femmes. On les accompagne en agroforesterie bio. On les cherche de marché, mais il y a aussi la spéculation des cultures. Parce qu'on les a mis en réseautage. Mais dans ces réseaux-là, par exemple, je dis le GIE Rogafaha, tu vas faire de la pomme de terre, l'autre va faire de l'oignon, l'autre va faire du tomate. Parce que là, quand tout le monde fond de la pomme de terre, le marché est saturé. Mais aussi, on les accompagne à transformer ces produits eux-mêmes. Avoir une valeur ajoutée sur ces produits et aller revendre ça. On est aussi à la recherche des marchés. On signe des contrats avec des campements, puisque j'ai parlé de beaucoup de campements touristiques et des hôtels. Et ces hôtels-là, ils viennent se ravitailler au niveau des jardins que Nebédaï a accompagnés. Là aussi, on a ouvert 2 écoles qu'on appelle des écoles de leadership environnemental. Pour ces écoles de leadership environnemental, on choisit les leaders établis. Parce que déjà dans les villages, on a des leaders qui sont établis. On essaie de les accompagner, de leur former en leadership environnemental, agentivité climatique. Comme ça, ils auront déjà l'idée. On a aussi des écoles pour les leaders émergents. Parce que là, quand tu vois, je parle de l'immigration clandestine. Mais cette immigration-là, les femmes qui partent sont des femmes de moins de 35 ans. Et là, on essaie de recruter toutes ces femmes de 16 à 35 ans. On leur fait des formations en entrepreneuriat, mais aussi on essaie de développer le leadership environnemental. Parce que c'est ce que demande le changement climatique. Il faut que les gens puissent connaître ce que c'est que les changements climatiques. Il faut qu'ils puissent connaître les conséquences du changement climatique. Parce que c'est leur vécu quotidien. Ils vivent le changement climatique. Ils entendent toujours le mot sans pour autant connaître ce que c'est que le changement climatique. Quand tu leur parles dans leur langue, ils vont t'expliquer. Mais quand ils entendent le changement climatique comme ça, elles ne comprennent pas. Donc, il faut les former en leadership environnemental, leur parler des impacts du changement climatique, mais aussi leur montrer que c'est un phénomène naturel, qu'on ne peut pas changer, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour s'adapter à ce changement climatique? C'est ça le problème, l'adaptation au changement climatique. Donc, il faut des activités de résilience, mais parler aussi avec Woodside pour que ces femmes-là puissent avoir des unités de production, qu'elles puissent avoir l'autorisation FRA, qu'elles puissent avoir tout ce dont ils ont besoin dans leur entrepreneuriat. Et récemment, on a sillonné le delta du Saloum, qui est composé de 3 départements, le département de Mbour avec Joal, le département de Fatick et le département de Foundiougne, avec les 200 îles et îlots dont je parle, c'est dans le département de Foundiougne. On a sillonné le département de Foundiougne pour parler à ces acteurs, pour les conscientiser, mais aussi pour leur montrer qu'avec Woodside, ils devaient être là présents lorsqu'on faisait l'étude d'impact environnemental. Parce que là, les femmes n'étaient pas présentes lors de l'étude d'impact environnemental. Et là, on a parlé directement avec le ministre pour lui dire les femmes devaient être présentes. Mais aussi, on est en train de faire une campagne avec plusieurs femmes. J'ai déjà visité les sites de recasement de Saint-Louis. Récemment, on a fait une marche sur le climat, c'était à Saly, avec des femmes de l'Afrique de l'Ouest.
on a fait une marche. Et là, on est en train de travailler pour qu'il y ait des représentants de ces femmes-là lors de la COP. Parce que, bon, la COP, on fait des choses pour nous. Tout ce qui se fait sans moi, tout ce qui se fait pour moi sans moi est contre moi. Donc, on doit avoir des représentants qui seront là, qui vont parler au nom des femmes et avoir des décideurs. Et là aussi, on essaie d'apprendre aux femmes les instances de décision. Comment faire pour accéder à ces instances de décision. Donc, leur montrer que c'est un droit fondamental pour eux, qu'ils doivent aller, oser prendre la parole, faire des plaidoyers, mais aller dans les instances de décision pour dire ça doit être pour les femmes de manière équitable. Bon, voilà, grosso modo, tout ce qu'on est en train de faire avec les femmes. Merci. Merci beaucoup, Mariama. Je vais poursuivre avec Zour. Et ça va être l'une de mes dernières questions. Et Zour, je souhaitais vous demander si vous pouviez nous parler des solutions et stratégies que les femmes oasiennes ont pu développer face à toutes ces inégalités auxquelles elles font face. Merci. Merci, Diane. Alors, comme ça a été souligné par Yaram, je crois, en fait, ces femmes oasiennes, comme les autres femmes agricultrices et rurales, sont des femmes centrales pour nos systèmes alimentaires, pour nos chaînes de production et pourtant elles restent vulnérables, elles vivent dans la précarité et leur rôle reste plus ou moins invisible. Alors, j'aimerais revenir sur quelques recommandations et pistes d'action que l'étude sur les femmes oasiennes avait soulevées, parce que face à cette précarité, l'État marocain avait suggéré des subventions pour la création d'associations pour le développement des activités génératrices de revenus pour ces femmes dans le cadre d'une stratégie agricole qui s'appelle le plan Maroc Vert, qui a commencé en 2008 et qui avait un pilier destiné à cette agriculture sociale solidaire. Alors, ces associations sont aujourd'hui très nombreuses, ces VIE et ces coopératives, mais elles ont du mal à sortir ces femmes de la précarité parce que souvent, c'est des coopératives et des associations qui rencontrent beaucoup de problèmes de commercialisation, comme ça a été soulevé. Des fois, c'est des hommes qui sont derrière et donc leur capacité à changer le quotidien de ces femmes est très limitée. Alors, l'étude a proposé un accompagnement des coopératives et des associations de femmes à travers la formation, l'encadrement et la sensibilisation, non seulement pour les membres du conseil d'administration, mais pour l'ensemble des adhérentes, et aussi de créer des centres d'accompagnement et de professionnalisation des associations et des coopératives à travers l'organisation des visites, des expériences, l'accompagnement pour la création et la commercialisation des produits. Aussi, il a été recommandé de promouvoir l'intégration des femmes oasiennes dans les activités touristiques, comme le tourisme solidaire, des associations, des repas et logements chez l'habitant, et d'articuler l'activité touristique qui reste complètement déconnectée du secteur associatif avec les activités associatives féminines, d'appuyer aussi l'intégration des femmes aux métiers du secteur touristique. Par exemple, au Maroc, les métiers de guide touristique restent masculins. Quand il y a des bazars de vente de tapis artisanaux, c'est les hommes qui sont là. Aussi pour les activités de transport. Accompagner aussi ces femmes à travers des formations à monter des projets, à valoriser les produits de terroir, à surtout promouvoir leur vente et commercialisation, et aussi la mise en place d'un institut professionnel de formation au métier du tourisme qui est ouvert aux jeunes filles et garçons de la région. Aussi, parmi les recommandations, c'est la promotion de la scolarisation des jeunes filles à travers la mise en place des internats qui répondent aux normes, des transports pour les filles rurales. Aussi, mettre en place une infrastructure respectueuse de l'environnement, par exemple des fours, parce que le pain il est très consommé au Maroc. Souvent, il y a l'énergie qui manque, le gaz, surtout pendant l'hiver quand les routes sont coupées. Les hammams, et en mobilisant des sources alternatives d'énergie comme l'énergie solaire ou encore l'énergie éolienne dans les zones montagneuses.
une meilleure valorisation du patrimoine culturel de la région. Cette région recèle d'énormes potentialités au plan architectural, les kasbahs, les qsour, les khtara, les systèmes d'irrigation ancestrales et séculaires. Tout ça mériterait d'être valorisé, au même titre que la valorisation de l'activité agricole à travers la promotion d'un meilleur accès des femmes pour les ressources, le foncier notamment, la valorisation des variétés locales de palmiers et dattiers, c'est une zone de production importante des dattes, notamment les variétés en voie de disparition. Donc, les femmes jouent un rôle important en matière de conservation des variétés locales et de biodiversité variétale, et aussi les activités de transformation. Le sirop, la pâte des dattes, le café, les paniers et tous ces produits de terroir qui sont spécifiques à cette région. Il a été recommandé une meilleure valorisation des savoir-faire des femmes en termes de conservation et de transformation et de stockage aussi de produits agroalimentaires. Enfin, un accompagnement des associations et des coopératives des femmes à la certification et à la labellisation des produits de terroir. Voilà, grosso modo, quelques recommandations qui ont été soulevées par l'étude que nous avons menée dans cette région. Merci beaucoup, Zo, pour votre réponse. Alors maintenant, on va ouvrir le débat. Et l'espace est à vous, public. Donc si vous avez des questions à poser à vous avez parlé à un moment que vous avez refusé d'aller dans les zones de recasement. J'aurais voulu que vous puissiez nous dire, est-ce que vous êtes plusieurs dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a une structuration, une dynamique avec des gens qui ont refusé d'y aller? Comment vous faites pour vous protéger et où vous êtes? Est-ce que vous êtes quand même restés dans vos maisons avec des risques potentiels, et est-ce que vous mettez en place des dispositifs pour vous protéger par rapport à tout ce qui peut arriver puisque vous êtes sur une zone dangereuse? Et comment vous vous structurez? Et est-ce que vous êtes une femme, et est-ce que c'est une dynamique plutôt féminine, ce combat de rester dans sa maison à proximité de son activité, ou est-ce que c'est une dynamique mixte? Pour le nombre qui refuse catégoriquement de quitter les lieux, on est aux environs de 19 concessions. Moi, j'ai refusé premièrement parce que notre concession mesure 220 mètres carrés. Et là où on est en train de recaser les familles, c'est 150 mètres carrés. Vous voyez, on nous a dit que dans la langue de Barbarie, aucune concession n'a de papier justificatif. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas donner des indemnisations pécuniaires avec de l'argent. Ils nous ont rejoints, ils ont fixé un montant. Moi, j'ai refusé catégoriquement ce montant parce que je leur ai dit qu'avec ce montant que vous me donnez, dans une concession où il y a 13 chambres, il y a 4 toilettes, 2 magasins et 2 cuisines, avec une surface, le montant que vous me donnez avec cette concession, moi, avec un terrain vierge, si je trouve ça dans la langue de Barbarie, je peux acheter. Parce que je ne peux pas me détacher de la mer, comme je l'ai dit tantôt, mais en même temps, les conditions de recasement qui ne sont pas adéquates. Parce que vous voyez, déguerpir une maison, une famille de 4 chefs de famille, les mettre dans une concession de 150, moi je dis que ce n'est pas normal. C'est piétiner en quelque sorte la dignité humaine. Et pour une synergie par rapport aux impactés, il n'y a pas de synergie. Parce qu'il y a des personnes même qui avaient refusé, mais quand les maisons sont construites, ils ont accepté. Ça leur convient peut-être, mais moi, ça ne me convient pas, vu les conditions qu'ils proposent vraiment pour que je puisse leur donner ma maison. Moi, je me trouve dans la bande des 20 mètres. Il y a une digue de protection qui a été construite en 2022. On a vu que c'est une bonne digue. Mais si l'État a besoin de notre espace, il n'a qu'à mettre
l'argent qu'il faut pour qu'on puisse quitter nos maisons. Mais venir nous donner des miettes comme ça, des maisons où vraiment... Parce que nous, on habite, il y a la mer, il y a le fleuve. On est encerclé par le fleuve Sénégal, mais aussi il y a la mer, l'océan Atlantique. Et nous, on pratique l'activité de la pêche. On ne peut pas se faire une reconversion économique parce qu'on voit nos amis paysans, nos parents paysans qui viennent dans nos secteurs. Pourquoi se reconvertir économiquement? Alors que dans d'autres secteurs, les principaux acteurs souffrent là-bas. Pourquoi faire d'autres activités alors que ces personnes-là viennent vers nous en période de soudure ou bien en période de sécheresse? C'est la raison pour laquelle je n'ose pas, d'après mes analyses, je ne veux pas quitter là-bas. Non seulement je ne veux pas quitter parce que je ne connais que la pêche, je ne sais faire que la pêche, mais en même temps, les conditions qu'elle propose, ça ne me convient pas, ça ne me rassure pas. Merci beaucoup, Yaram, pour votre réponse. Alors, je vais clôturer maintenant notre session. Je souhaitais vous remercier, Zour, d'avoir accepté de nous rejoindre en cette conférence. Je vous remercie également, Mariama, d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Et Yaram également, merci beaucoup. Et vous nous avez partagé vos expériences de vie, Zour, ces études sur les femmes oasiennes, qui nous a permis porter un regard croisé sur les conditions de vie des femmes en zone rurale, aussi bien au Maroc qu'au Sénégal. Donc, je souhaitais vous remercier grandement et remercier les organisatrices, Marion, Teresa et Faustine, qui ont été à l'origine de cette conférence et de m'avoir proposé de l'animer. C'est très gentil de votre part. Et merci au public de nous avoir écoutés, d'avoir été présent, d'avoir interagi. Puis voilà, bonne Kimbavita à toutes et à tous. Mais nous aussi, on vous remercie en tant que panélistes de nous avoir donné cette opportunité d'intervenir dans des thèmes qui nous tiennent à cœur, parce que nous, quand on parle de l'accès des femmes au foncier, quand on parle des impacts du changement climatique et les conditions auxquelles les femmes agricultrices au Sénégal sont en train de vivre, de survivre, nous, ce sont des thèmes qui nous intéressent et qui nous préoccupent. Et c'est la raison pour laquelle on s'est déplacé pour pouvoir assister et apporter notre modeste contribution. En tout cas, remercier moi et Marianne, les initiateurs de ce qui, je pense que c'est une activité très noble, surtout Marion et Faustine qui ont ménagé beaucoup d'efforts pour qu'on puisse participer, et l'ensemble des partenaires, des personnes qui sont derrière aussi, parce que je pense que c'est une équipe et je sais que vous êtes en train de faire un travail tellement intéressant qui mérite d'être vulgarisé et d'être soutenu pour qu'au moins notre voix puisse être portée de plus et qu'on puisse entendre vraiment nos préoccupations. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Nous vous remercions infiniment. Il y a beaucoup de Mariama et de Yaram au Sénégal. Quand on a eu l'opportunité d'être invité là, vraiment c'est un grand honneur. Nous vous remercions. Depuis une semaine, on est ensemble, on travaille ensemble jusqu'à avoir ce résultat. Donc, nous vous remercions, mais moi aussi, je profite pour remercier Nebedaï, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont des partenaires de Nebedaï. Je les remercie d'avoir porté leur choix sur ma modeste personne. Je remercie tout le monde, tous ceux qui nous ont écoutés, parce qu'il y a un proverbe wolof qui dit « Celle qui parle, c'est parce qu'il a des gens qui l'écoutent ». Donc, nous vous remercions d'avoir pris de votre temps et merci à tout le monde. Souhaitez ajouter un mot, Zour? Souhaitez-vous ajouter un mot de conclusion? De ma part aussi, je tiens à remercier les organisatrices, Faustine, Marion, Diana. J'ai été ravie et honorée d'échanger avec deux grandes dames, Mariama et Yaram. Et je salue leur courage et tout ce qu'elles font en matière d'initiative. C'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu une expérience de chercheur et à chaque fois, je suis fascinée et agréablement surprise par le courage de ces grandes femmes agricultrices rurales, oasiennes, on peut les appeler comme on veut, mais de prendre leur destin en main et de transformer leurs contraintes en ressources. C'est des femmes qui
vivent dans des conditions des fois et souvent précaires, mais elles ont une force absolument éblouissante et je tiens à les saluer et je tiens aussi à exprimer combien j'étais ravie et honorée d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai pas pu écouter de façon nette l'ensemble de la conférence à cause des problèmes techniques, mais je pense que j'ai retenu l'essentiel et j'espère que ce genre d'initiative entre nos pays, on a vu combien il y a de similitudes, combien il y a de croisements et qu'on puisse avoir d'autres occasions pour s'échanger parce que tout simplement, les contextes changent, mais le diagnostic, il est souvent le même et nous gagnerons tous à coopérer pour avancer ensemble. Merci encore une fois.